Et maintenant, c'est le moment de plonger un peu plus profondément. Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Dialogue animé en direct de la Villa Gilet. Nous accueillons Pascal Krajewski, conservateur de bibliothèque depuis 15 ans. Vous avez officié dans les domaines de l'informatique, du numérique, puis de la jeunesse à la ville de Toulouse. Et depuis fin 2022, vous êtes directeur adjoint en charge du territoire ouest et de la transition écologique à la bibliothèque municipale de Lyon. Bonjour Pascal Krajewski. Bonjour, merci de votre invitation. Je vous en prie, merci d'être venu, de nous tenir compagnie pour les 40 minutes qui suivent. Et nous sommes également avec Guilherme Pertuis. J'ai beau poser la question, j'arrive à me tromper à chaque fois. Libraire, critique et éditeur, vous avez dirigé les éditions Hippocampe et vous animez depuis 2020 la librairie thématique Michel Descours qui deviendra l'œil cacodilate en juillet 2023. Historiquement plutôt orientée sur les arts et la création, la librairie propose désormais les croisements entre les disciplines en mêlant art, littérature et idées et en développement progressivement un fonds anthropocène. Bonjour Guilherme Pertuis. Bonjour. Alors cet événement le montre, la production éditoriale autour des enjeux de l'Anthropocène se développe dans des formes et des formats variés pour des publics eux aussi variés, allant de la jeunesse aux plus âgés. Elle est à la fois documentaire, romanesque, poétique, philosophique et scientifique. À la croisée des genres et des sujets, elle travaille donc à nourrir de nouveaux récits pour penser les transitions de notre époque. Alors, une question, une première pour guider ce dialogue, comment accompagner la diffusion et la transmission de ces textes de plus en plus nombreux? Cette question s'adresse à tous les deux, on peut en discuter. Alors, pour nous, à la librairie Descours, c'est un sujet assez nouveau, puisqu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a encore 3-4 ans, on ne faisait que l'art, les catalogues d'expos, les monographies, donc des publications très spécialisées sur les arts, et beaucoup les beaux-arts en particulier. Et on s'est ouvert à d'autres sujets. On a essayé de réfléchir à une nouvelle librairie qui soit peut-être moins cloisonnée, plus ouverte aussi au monde dans lequel on évolue, qui est très, très vaste, très pluridisciplinaire aussi. Donc ça, c'était un des enjeux pour développer la librairie. Et forcément, les questions environnementales, de transition vers d'autres modèles, toutes ces problématiques qu'on mesure au quotidien, il fallait les prendre en considération. Et l'idée, c'était de passer d'une librairie vraiment assez pointue, spécialisée, vers une librairie plus thématique, et que les questions anthropocènes aussi, qui sont très vastes et qui permettent d'aborder l'économie, la sociologie, l'architecture, l'urbanisme, la poésie, enfin n'importe quel sujet en fait peut éventuellement converger vers les enjeux anthropocènes. L'idée dans la librairie, c'est un peu de faire la même chose, de tisser des liens entre les rayons, de tisser des liens entre les domaines du savoir. Et c'est un peu comme ça qu'on l'envisage. Donc il y a de plus en plus un fonds anthropocène, on va dire, un fonds dédié aux problématiques environnementales, qui est bien identifié dans une étagère très particulière, mais en même temps, c'est une question plus vaste qu'on prend en considération au quotidien. Et dans tous les rayons, on peut aussi teinter petit à petit les choix des livres, la manière d'orienter les lecteurs aussi en fonction de ces enjeux. Pascal Krajewski, peut-être, sur cette question-là ? Oui, en bibliothèque, c'est vrai que on a un peu des problématiques comparables. On essaye d'accompagner le développement d'un fonds avec de la médiation autour de ce fonds, c'est-à-dire vraiment sur les documents, les mettre en avant, faire des tables thématiques, faire des coups de cœur, faire des sélections bibliographiques. On est associé au prix Lire pour agir, par exemple, qui essaye de mettre en avant cette production et de sélectionner certains des titres marqueurs. Et puis on a tout un tas d'activités culturelles autour de ces livres où on essaye de trouver des passerelles, des façons de faire chanter ensemble finalement à la fois un fonds documentaire, quel que soit son support, de la BD au DVD en passant par le roman, avec quelque chose de plus incarné, soit avec des conférences d'auteurs, mais aussi de plus en plus avec des ateliers, des grénothèques, des choses où on invite nos usagers un peu à se retrouver les mains dans la terre pour se rendre compte que tout ça c'est aussi du sensible et pas seulement de l'intelligible et de l'intellectuel.
Donc c'est vrai qu'il y a une grosse production qui se développe de plus en plus dans tous les terreaux. Donc on essaye de faire des fonds thématiques, mais c'est parfois difficile parce qu'effectivement il y en a en philo, il y en a en BD, il y en a en sciences dures, en sciences sociales. Mais en tout cas on accompagne ça et on a notamment à la Pardieu des fonds qui commencent à être vraiment très conséquents sur ces thématiques. Et depuis quand la bibliothèque municipale a pris à bras le corps ces enjeux-là, ces questions-là ? Sur la question, si la question est purement documentaire, je pense que depuis, une bibliothèque achète en fonction de ce qui paraît dans l'édition. Donc on accompagne le mouvement de l'édition. Donc ça fait plusieurs années, bien sûr, qu'on crée des fonds et qu'on les développe. Et après, la bibliothèque s'est particulièrement emparée de ces questions-là. Mais suite à son dernier projet d'établissement qui a à peu près 1 an et demi, 2 ans, dans lequel la transition écologique est devenue un des 5 principes directeurs de son action. Donc ça c'est quelque chose d'assez important en termes de feuille de route et de politique pour diriger l'établissement. Et puis suite à ce projet d'établissement, très concrètement, dans l'équipe de direction, ils ont modifié l'organigramme et ils ont intégré une mission de la transition écologique occupée par un directeur adjoint. Et le poste a été ouvert à l'été 2022. Et donc c'est le poste pour lequel j'ai postulé et grâce auquel j'ai rejoint la bibliothèque de Lyon en octobre 2022. Donc c'est très récent, mais en même temps, ça s'inscrit dans un mouvement de fond où ces questions à la fois imprègnent la politique de la ville de Lyon depuis longtemps, et aussi les équipes qui, franchement, y travaillent depuis très très longtemps. Et donc, il y avait une certaine naturalité ou évidence à ce que finalement ça se concrétise dans l'organigramme de la direction. William Pertuis, vous vouliez rebondir sur... Non. Moi, je voulais vous poser la question pour peut-être un peu mieux comprendre tous les deux votre travail au quotidien, vos métiers. Donc déjà, quel est votre rôle ? Comment vous envisagez votre métier auprès du public ? Et comment est-ce que ce rôle et ce métier ont évolué avec l'avènement donc, des thématiques environnementales et donc, de l'Anthropocène ces dernières années ? William Pertuis, vous pouvez commencer. Alors il y a une part importante de notre métier, c'est déjà une sorte de veille documentaire, d'essayer de comprendre ce qui se passe chez les éditeurs, les auteurs qui comptent dans ces domaines-là. On rencontre aussi beaucoup de représentants, et là il s'agit de faire des choix en amont, parce qu'il paraît des centaines de milliers de livres chaque année, et sur ces questions qui nous occupent aujourd'hui, également des milliers, je pense. Donc il s'agit de faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout présenter, et puis il y a des livres qui n'ont absolument aucun intérêt, donc il s'agit de débroussailler un peu le terrain au départ pour essayer de montrer ce qui est le plus stimulant, le plus intéressant, les domaines qui sont traités de manière inédite, qui n'avaient jamais été abordés jusqu'à présent, et puis aussi être assez vigilant sur des textes qui ont déjà été publiés il y a parfois 40, 60 ans, qui étaient passés peut-être inaperçus, qui n'avaient plus été republiés depuis très longtemps, et qui là reviennent, parce qu'il y a un mouvement vraiment fort par rapport à ces questions. Donc voilà, il y a une veille qui est extrêmement importante, parce qu'il s'agit aussi de ne pas se tromper d'orientation. Il y a aussi une tendance un peu au verdissement tout azimut, et il y a aussi beaucoup de publications qui n'apportent absolument rien, qui sont quand même assez vides. Comment justement on fait la part des choses sur ce genre de publication-là ? Alors, il y a des maisons d'édition déjà qu'on essaie de repérer, dont on sait qu'elles sont fiables, qu'elles vont vraiment aller chercher des auteurs qui comptent, qui publient des travaux en cours, des travaux qui sont vraiment novateurs dans le domaine. Ouais. Je pense par exemple, peut-être qu'on y reviendra, mais à Wild Project, qui à mon avis, avec un comité aussi scientifique très solide, alors après on peut ne pas être toujours d'accord et on peut avoir des lectures différentes, mais de manière globale quand même, c'est une maison d'édition bien identifiée, avec tout un appareil autour scientifique qui permet de garantir une vraie qualité. Après, c'est aussi l'expérience et les lectures petit à petit qui permettent de se faire une place dans ces milliers de publications. Et après, il s'agit de réfléchir aussi à comment on va propulser ces livres auprès du public. Ouais. Donc il y a des livres qui sont quand même assez largement médiatisés, des auteurs qu'on voit dans les médias, dans les grands journaux. Donc il s'agit d'avoir les grandes références valorisées au moment, mais aussi d'avoir une petite patte plus personnelle.
Ça, c'est vraiment l'expérience qui se... et je dois dire que je ne suis pas encore totalement compétent. C'est vraiment au fil des jours, au fil des lectures qu'on affine un peu ses choix et les choses qu'on a envie de vraiment mettre en valeur au détriment d'autres qu'on abandonne. Oui. Et Pascal Krajewski, même question sur votre rôle auprès du public. Sur la question de la transition écologique dans un établissement comme le nôtre, qui est un service public, c'est vrai que c'est extra-documentaire. On va bien au-delà du document. Je dirais qu'on a 2 missions principales. La première, ça va vraiment être d'essayer d'améliorer nos pratiques énergétiques et écologiques en interne. On est une grosse structure, on est 500 agents. On va toucher, je ne sais pas, peut-être 100 000 Lyonnais qui rentrent dans nos murs chaque année. Donc on a une force de frappe pour essayer aussi d'insuffler des pratiques et des sujets au sein de la société, en tout cas de participer de cette dynamique. Donc nous, on doit essayer de se rendre plus vertueux, enfin, je veux dire, améliorer notre bilan carbone, quoi, pour être très concret, dépenser moins d'énergie, moins d'eau, essayer de mieux trier nos déchets, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses un peu concrètes sur lesquelles on peut opérer. Et puis à côté de ça, il y a tout le travail de médiation autour du document et plus vastement autour des thèmes et des solutions qui semblent devenir s'imposer un peu dans ce territoire, dans cette question, je veux dire, à savoir bien le circuit court, l'économie circulaire, le low-tech, tout ça, ce sont des approches qui sont considérées aujourd'hui en tout cas comme des solutions à un certain nombre de problématiques et pour lesquelles nous, on peut jouer notre rôle aussi bien en mettant en avant des livres qu'on aime bien, en faisant venir des auteurs qui nous paraissent avoir le bon discours, mais aussi en s'intégrant à un tissu associatif, de partenaires. Il y a pas une pléthore de partenaires sur cette question-là à Lyon qui essayent de faire bouger les choses. Et bien, nous, on veut que la bibliothèque soit identifiée et intègre ce réseau de partenaires qui essayent de faire bouger les choses à notre petit niveau. On a des forces et des faiblesses qui peut-être corrélées avec celles des autres et en faisant des synergies, en joignant nos talents, peut-être infinitésimalement, mais quand même faire un truc dans le bon sens. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Merci. Et vous parliez de partenaires, mais par rapport à ces dynamiques, à ces différents enjeux que vous venez de mentionner, est-ce qu'on perçoit une évolution du métier liée aux attentes du public, liée aux attentes des clients, liée aux attentes des personnes qu'on accueille? Est-ce qu'elles vous font ressentir ces attentes-là et quelles sont-elles? Moi, j'ai peut-être pas assez d'expérience pour vraiment mesurer une évolution des attentes des clients lecteurs, puisqu'en librairie, il faut quand même dire que ce sont des lecteurs, mais aussi des clients, donc des gens à qui il faut réussir à vendre des livres. J'aurais du mal à vraiment voir une évolution récente. Et même sans parler forcément d'évolution, hein, simplement, est-ce qu'ils ont des attentes là, stricto sensu Moi, j'aurais pas une meilleure réponse en fait à apporter. Je suis pas sûr d'avoir vu une évolution dans l'attente du public. Par contre, on a vu une grosse évolution dans l'attente des professionnels, des agences. C'est-à-dire que c'est quand même une problématique qui est pas seulement à la radio, mais qui est très concrètement aujourd'hui dans le monde des bibliothèques à plein d'endroits. Des référents en développement durable se créent un peu partout. Mes collègues lyonnais, ça fait des années qu'ils font des tas de choses sur ces sujets-là. Donc eux, ils poussent, ils créent des trucs et ce qu'ils créent rencontre son public aussi. Donc c'est pas juste des lubies de bibliothécaires extra green. Voilà, on remplit des salles en faisant des animations sur ces thèmes-là. Donc on peut supposer que nous on en développe de plus en plus et elle rencontre le public. Et comment donc est-ce qu'il est possible de diversifier ce public-là ou enfin disons peut-être dans un premier temps déjà qui sont vos publics? Alors c'est pareil, c'est très compliqué à définir parce que c'est un public très mêlé, ouais. Qui peut être un public d'étudiants. Petit à petit, ça se développe. Donc on rappelle peut-être où se situe votre librairie. La librairie est située rue Auguste Comte, sur la presqu'île entre Bellecour et Perrache. Donc on n'est pas très loin des facultés. Et petit à petit, on arrive à drainer un public d'étudiants, alors plutôt un public d'étudiants en art, parce que c'est un peu notre origine quand même pour cette librairie, mais on arrive à fédérer aussi des publics en littérature, en sciences humaines de manière plus générale.
aussi des enseignants, ça peut être des amateurs d'art, ça peut être, enfin c'est des gens d'une génération très différente. Donc c'est compliqué de vraiment définir il n'y a pas un public type qu'on rencontre. Non, je dirais pas. C'est plutôt un public globalement qui est assez informé, qui est curieux, qui est un public assez vraiment lecteur, enfin qui lit énormément. Pour ce qui est de notre librairie, c'est vrai. Des gens qui sont très informés, qui savent souvent aussi ce qu'ils cherchent. Alors après, on peut bien sûr les orienter, les faire bifurquer, enrichir leur recherche de départ. C'est quand même globalement un public qui sait un petit peu ce qu'il vient trouver en librairie. Et justement, du coup, comment est-ce que vous allez réussir à aller diversifier ce public-là, aller chercher des publics peut-être un peu moins connaisseurs, un peu moins spécialistes, et proposer des œuvres littéraires différentes? Alors, on a pris l'habitude à la librairie d'organiser beaucoup de rencontres, un peu comme ce que monsieur disait par rapport à la bibliothèque. Ça, c'est quand même un vecteur, à mon avis, important, parce que ce sont des rencontres libres. Il suffit de s'inscrire, mais c'est gratuit, il n'y a pas de barrière. Puis en librairie, c'est quand même assez facile de rentrer, sortir. Voilà, c'est pas comme un spectacle. Et moi, j'aime bien ce côté assez spontané. Et là, ça permet de fédérer. Alors, ça demande du temps, il faut installer les choses dans la longueur. Parce que c'est pas au bout de 6 mois qu'on arrive à vraiment diversifier le public, mais petit à petit quand même les gens s'interrogent, passent dans la rue, voient qu'il se passe quelque chose dans la boutique, nous posent des questions, et puis ensuite commencent à venir un petit peu aux rencontres, et rencontrer un auteur, c'est quand même à mon avis un vecteur important pour diversifier ses centres d'intérêt, aller vers des lectures parce que souvent quand même les lecteurs en librairie reproduisent un peu ce qu'ils ont l'habitude de faire, ou reproduisent ce qu'ils entendent dans les médias. Donc il y a des livres qui sont très largement mis en valeur. Il y a une sorte de reproduction comme ça. Et eux-mêmes viennent souvent en disant « moi j'aime tel type d'auteur, tel type de problématique ou de sujet ». Et ils aiment toujours relire la même chose en fait. J'ai l'impression d'ailleurs que le développement du numérique, d'Internet à renforcer tous ces instruments qui nous poussent aussi à toujours aimer ce qu'on aime déjà. Ouais, contrairement à ce qu'on aurait pu croire d'une diversification. Et malheureusement, en librairie, je le ressens aussi. Et justement, de proposer des rendez-vous un peu alternatifs, qu'on casse un peu la dynamique habituelle, juste quelqu'un se présente en librairie, veut un livre particulier, de les inviter à venir rencontrer des auteurs, discuter, être confrontés aussi à des idées qu'ils ignoraient, qui ne sont pas habitués à pratiquer. Je pense que ça peut être une manière, mais c'est vraiment sur le long terme. Il ne faut pas s'imaginer que tout va basculer du jour au lendemain. Pour compléter un peu ce discours, je pense qu'en bibliothèque, on a aussi la chance d'avoir des outils qui vont au-delà du livre et qui peut-être sont une autre façon d'aller essayer de ramener un public, même si on sait que la tâche est rude. Mais c'est vrai qu'on est tout à fait capable d'organiser des jeux, des ateliers. Les grénothèques se sont beaucoup développées, donc ça veut dire si vous rentrez dans une bibliothèque et que vous voyez au-delà de la grénothèque une bouturothèque, c'est-à-dire un endroit avec des petits pots et des graines qui sont en train de germer, on peut toucher des gens qui ne seraient pas allés d'eux-mêmes sur le fond écologie, développement durable. Juste si je peux me permettre, d'un premier abord, on a du mal à faire le lien entre bibliothèque et grénothèque. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ? Bien sûr. La bibliothèque, depuis très longtemps, historiquement, est un endroit où on prête des documents. Alors, on a prêté des livres, beaucoup, et puis il y a des décennies, on a prêté des BD, ça a fait un tollé, et puis après on a prêté des DVD, après on a prêté des CD. Et donc, la question des supports culturels, à chaque fois, réinterroge un peu nos missions, et depuis peut-être une dizaine d'années, effectivement, on se pose la question sur qu'est-ce qu'on peut prêter de plus. Donc, parce qu'on voit bien que la société a besoin de faire des choses comme ça. Donc, on a des nouvelles idées qui sortent, et là, les bibliothèques se positionnent en fonction de l'opportunité qu'elles jugent là-dedans. Donc, on peut prêter des instruments de musique, on peut prêter des lecteurs CD, des lecteurs DVD, des picoprojecteurs, et donc aussi des grénothèques. Donc ça fait. Comment on prête des graines ? C'est très simple. Vous avez un tout petit meuble. C'est plutôt un troc de graines. En fait, c'est un troc de graines. On est plutôt sur le troc. Donc vous avez ça prend pas beaucoup de place. Vous avez un petit meuble avec des graines dans des toutes petites enveloppes et qui sont à disposition. Les gens peuvent les prendre et puis on les invite à remplacer les graines qu'ils prennent.
D'accord. Voilà, donc c'est plutôt un système de troc. Mais tous ces systèmes alternatifs qui existent aussi dans la société, avec les boîtes à livres que vous avez dans la rue, où les gens empruntent ou rendent, voilà, c'est des modèles ou des contre-modèles ou des alter-modèles qui peuvent pas nous laisser indifférents parce que ça nous interroge dans notre métier. Donc nous, on a un métier classique comme ça, où on prête du document qu'on a acheté. Mais tous ces modèles alternatifs nous réinterrogent et selon les cas, il y a des bibliothèques qui se disent qu'ils franchissent les pas et il y en a qui vont prêter des perceuses, des tondeuses parce que ça fait sens aussi dans leur tissu par rapport à leur population. Et pourquoi pas ? Nous, on est des experts. Avant, on était des experts de la culture. On était sur la médiation de contenu culturel. Voilà, un bibliothécaire, c'était un professionnel de la médiation du contenu culturel. Maintenant, avec la société dans laquelle on peut se dire on est des gens qui savent proposer des modèles alternatifs où une action est décorrélée de l'achat d'un objet. Des experts de l'économie de fonctionnalité. Vous le dites beaucoup mieux que moi. Alors, vous avez parlé des animations que vous faisiez à l'intérieur, au sein de la bibliothèque, au sein des librairies, mais aujourd'hui, on est au Littérature Live, donc c'est un événement hors les murs pour vous, mine de rien. Comment est-ce que vous mettez en place, est-ce que vous en mettez déjà, est-ce que vous mettez en place des événements comme ceci hors les murs, et comment est-ce que vous le faites, dans quel but, qui est-ce que ça attire, etc. Guilherme Pertuis. Alors, pour nous, c'est encore assez rare. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à l'intérieur de la librairie. On essaye de nouer de nouveaux partenariats pour exister à l'extérieur et créer des relations avec des publics effectivement qu'on ne peut pas toucher dans la librairie. Après, c'est plutôt des perspectives, des projets, parce que là, on a trop peu expérimenté la chose. Mais je sens qu'effectivement, ça serait ça serait très très bien de le développer. Ouais. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. Ouais. À la bibliothèque, c'est clairement des actions qui sont intégrées un peu à l'ADN des bibliothèques depuis longtemps. On se déplace dans des classes, des choses comme ça. À la bibliothèque de Lyon, par exemple, il y a un médiateur culturel quasiment par bibliothèque. Donc on a un réseau de 17 bibliothèques. Et le médiateur culturel, sa mission première, c'est vraiment d'aller au sein de son territoire, donc de son arrondissement, créer des partenariats avec des associations, des MJC, des centres sociaux, pour aller toucher des gens qui ne viendraient pas chez nous. Donc c'est très clair, cette mission hors les murs, c'est dans l'ADN des bibliothèques, c'est très développé à la bibliothèque de Lyon. On a des outils un peu partout qui nous permettent de le faire avec des gens qui ont cette casquette-là. On a un autre outil qui est le bibliobus, qui permet aussi de se déplacer là où le territoire est mal irrigué par les bibliothèques physiques. Et puis on a la période d'été par exemple où tout le monde est mieux dehors dans des jardins au frais s'il n'y a pas de moustiques. Je ne connais pas trop le niveau de moustiques à Lyon, mais à Toulouse, il y en a beaucoup. À Toulouse c'était une catastrophe. Donc bon, mais j'ai vu qu'au Bupa ils inventent des trucs anti-moustiques. J'ai voté pour, j'espère que ça va donner de bons résultats. Mais voilà, en été aussi on est beaucoup plus capable de se projeter dans des jardins pour mettre la bibliothèque dans des contextes dans laquelle on n'attend pas et essayer de toucher un public nouveau. Oui, c'est clairement le moyen de diversifier. Donc, on revient sur la question du départ, sur la diversité des acteurs et peut-être d'aller toucher d'autres contextes. Je pense aux exemples des quartiers prioritaires, par exemple, ou peut-être que les bibliothèques municipales ne sont pas forcément implantées. On y est, on essaie. À Lyon, il y a plutôt un très bon maillage là, en termes de disposition. Si vous regardez la carte, c'est plutôt bien fait, mais quand même touché. Même si la barre est une barre d'un quartier prioritaire et en face de la bibliothèque à 50 mètres, c'est pas pour ça qu'il y a une seule des personnes qui va venir chez vous. Donc il faut vraiment, même à 50 mètres, aller chez eux et se mettre avec un dispositif simple mais différent pour réussir à les toucher. Donc c'est clairement une mission qui est dans notre ADN et qui marche assez bien à Lyon. Et Lyon a plutôt des bons résultats en termes de public. Quel genre de dispositif, pardon ? Vous prenez 3-4 tapis, un kakémono, quelques livres, quelques coussins. Peut-être vous pouvez rajouter une chaîne IFI pour mettre des comptines pour les enfants. Là, on est en train de regarder pour acheter un vélo qui pourrait nous permettre de nous promener et qui se déploierait un peu comme une espèce de gigantesque parasol comme ça et qui aurait intégré une petite mallette de livres. Donc, et il y a sans doute des tas d'initiatives qui peuvent être inventées à moindre frais. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que la création de nouveaux rayons, de politiques de programmation un petit peu différentes, sont force de changement dans les pratiques éco-citoyennes, des citoyens ? Est-ce que vous voyez que ça permet, les nouvelles programmations, de faire évoluer les pratiques des citoyens, des gens qui fréquentent vos établissements ?
Question piège, je le sens. Si, progressivement, mais Ouais. là encore, j'ai pas assez de recul Non, mais alors, pour vraiment... on peut peut-être poser la question dans l'autre sens. Est-ce que c'est vos clients, du coup, qui vont faire changer, vos pratiques et qui vont vous proposer des choses nouvelles, ou est-ce que c'est vous qui allez amener des nouvelles façons de réfléchir à ces personnes-là aussi? Sur l'offre des livres également, Bien d'ailleurs. sûr, ouais. Alors voilà, quand on commence à être identifié comme une librairie qui s'intéresse à ces questions, évidemment, les clients vont aussi nourrir notre réflexion, nous parler de titres qu'on n'aurait pas remarqués. Donc oui, après, c'est un échange. Ça, c'est très intéressant. Le client n'est pas juste un consommateur, mais il y a un véritable échange intellectuel aussi. Ça peut arriver. Oui. Oui, je me mets souvent dans le sillage de monsieur. Déjà, je ne sais pas si ça arrive, mais c'est vraiment ça qu'on veut faire, quoi. Donc il y a une question de foi, quoi. C'est le pari. Et de toute façon, il n'y a pas d'alternative. C'est ça le pari qu'on fait, et il faut qu'on y arrive. Donc je ne sais pas si on peut mesurer à quel point ça marche. On essaye, nous, d'apporter beaucoup d'idées, et sans doute qu'il y a un tel foisonnement d'idées, de livres, mais même d'idées, de dispositifs, de médiation nouvelles à inventer, que oui, elles peuvent venir du public à l'occasion de tel atelier, que des personnes du public nous disent « Ah, mais on aurait pu continuer en faisant ça autrement, ou en allant plus loin dans ce sens ». J'imagine que c'est quasiment au quotidien que ça doit, que ces échanges doivent avoir lieu entre des bibliothécaires ou des libraires qui ont aussi un travail à faire au quotidien, donc qui peuvent pas être experts de tout, et puis du public qui a une petite idée, et puis pourquoi pas, elles sont pas toutes mauvaises. Mais il y en a qui sont mauvaises. J'imagine. Et d'ailleurs, on parle des livres, là, mais on peut parler également des intervenants. Peut-être que c'est une forme d'aiguillage aussi pour les clients, pour le public qui vient, de faire venir des intervenants qui travaillent plutôt sur des thématiques anthropocènes, sur des enjeux environnementaux, etc., plutôt que sur une littérature, disons, classique. Est-ce que cette transition-là se marque ou est visible et perceptible ? C'est perceptible parce que peut-être qu'il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait pas de conférence vraiment labellisée transition écologique ou développement durable. Et aujourd'hui, par exemple, dans le magazine d'action culturelle de la Bibliothèque de Lyon, il y a tout un chapitre sur vraiment les thématiques de développement durable. Donc on pourrait le mesurer comme ça, mais après, on n'a pas vocation à ne faire que ça. Donc on doit aussi rester généraliste. Il y a une thématique qui s'impose, on l'accompagne, on trouve qu'elle est importante, donc on va l'accompagner d'autant plus, je dirais, avec d'autant plus de ferveur, mais on doit aussi rester généraliste, ne serait-ce que pour attirer le public qui, a priori, ne serait pas sensibilisé à ces questions-là. Et pour revenir assez simplement sur, on en parlait au tout début sur comment classer ces livres. On peut reprendre l'idée de Georges Perec sur penser classée qui renvoie à toutes ces questions de classification. Comment est-ce qu'on range une bibliothèque? Est-ce que c'est possible de la ranger? Et comment la question d'anthropocène, l'ère d'anthropocène, réinstaure de nouvelles manières de classifier? Est-ce qu'elle complexifie? Est-ce qu'elle améliore? Alors je ne sais pas si ça complexifie ou améliore, mais ça permet peut-être de réfléchir autrement et d'être un peu moins sectaire, de moins se dire il faut mettre le livre dans telle catégorie, dans telle autre. Et justement, créer peut-être un rayon anthropocène, c'est avoir des livres de nature très différente qui abordent des sujets extrêmement variés. Ça peut être de la zoologie, de la botanique, des enjeux purement économiques. Tous ces 3 domaines, par exemple, auraient pu être séparés dans une librairie généraliste il y a quelques années. Maintenant, peut-être qu'on peut les rassembler et simplement avec un ordre alphabétique des auteurs et de passer d'un livre à l'autre avec des thématiques très très différentes en fait, mais avec des enjeux communs malgré tout. Et je pense que c'est une bonne chose aussi de concevoir l'écologie pas seulement comme environnementale, comme un enjeu environnemental, mais aussi l'écologie mentale, l'écologie sociale. Les enjeux sociaux sont très très forts. Et donc il ne s'agit pas de... Moi je propose quelque chose de beaucoup plus ouvert. Oui. Vous pouvez nous expliquer d'ailleurs comment est-ce que vous le faites, cette classification, ce que vous proposez d'ailleurs? C'est
En fait, justement, comme on était une librairie très, très orientée sur les arts au départ, ça nous oblige à complètement reconfigurer. Et il y a des livres, par exemple, qui pourraient être en littérature, qu'on va plutôt rapprocher d'un essai sur la biodiversité. Enfin, j'ai pas d'exemple comme ça très précis, mais alors que jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, on l'aurait mis vraiment en littérature parce que c'est un roman. Mais si certains des aspects du roman peuvent se rapprocher d'un essai d'un chercheur, pourquoi pas le faire voisiner. Après, c'est des choses aussi qui peuvent, je pense à Aby Warburg, qui était un grand historien de l'art du début du XXe siècle, qui avait une bibliothèque avec des dizaines de milliers de volumes, et les volumes n'étaient pas classés soit par genre ou par discipline, mais plus par affinité. C'est des voisinages. Alors ça, c'est compliqué de l'imposer, parce que c'est comme une sorte de projection mentale dans l'espace d'un penseur, d'un individu, qui va ranger ses livres un peu comme se rangent ses idées dans sa tête. Alors ça, on ne peut pas le proposer vraiment au client parce qu'il ne s'y retrouverait pas, puisque par définition, c'est le rangement d'une personnalité. Mais on peut quand même essayer d'aller un peu vers ça, donc de casser les genres et les classifications trop strictes. Mais après, on est quand même obligé de revenir à des éléments plus rationnels et plus communs pour que les lecteurs qui cherchent tel livre d'un auteur ne fassent pas le tour de la boutique avant de le trouver. Ouais. Oui, j'imagine. Ouais. Et est-ce qu'il y a il s'agit de trouver des compromis, quoi, en fait. À la fois favoriser des relations entre les livres qui sont même parfois pas forcément évidentes, ou qui s'imposent à un moment, qui peuvent être rediscutées, redistribuées plus tard, mais tout en maintenant quand même une lisibilité, une capacité au lecteur de se retrouver dans tout ce contenu. Il y a 20 000 livres à la librairie, donc il faut pouvoir s'y retrouver quand même. Ouais. Et est-ce qu'il y a cette possibilité à la bibliothèque municipale ? Bon, alors clairement, le classement est à la fois le cœur de métier des bibliothèques. Hein. Le premier texte historique des bibliothèques, c'est comment classer une bibliothèque. C'est vraiment l'idée du classement. Et alors là, le développement durable vient faire exploser toutes nos belles frontières. Donc ça devient un casse-tête. On peut se dire que tout ce qui est sociologie et tout ce qui est autour des sciences dures pourrait être ramené sur un fond un peu vert. Mais il y a un philosophe qui va aussi faire son bouquin sur cette question-là. Donc, est-ce qu'on le laisse parmi ses œuvres à lui en philo, ou bien on le rapatrie dans ce fonds en développement durable? Voilà, on n'en sait rien. Chacun trouvera ses réponses, sachant que ce fonds grossit de plus en plus. Donc, c'est ce que j'allais dire. Au moment où nous, on est confrontés aussi à ça au quotidien. C'est-à-dire que le développement durable, ou plus globalement l'anthropocène, finalement, c'est une question qui se joue absolument partout dans tous les faits de la société. Donc, est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir des rayons dédiés à ces thématiques-là, ou est-ce qu'en fait, ça allait juste partout ? Je pense que c'est encore nécessaire, à mon avis, on est loin. C'est plutôt pratique de chercher un truc sur la permaculture et puis savoir en gros où il faut aller trouver, mais j'ai bien aimé la façon dont ça a été présenté. C'est vrai qu'au-delà du fond, c'est une façon, peut-être, ça nous réinterroge sur la façon dont les champs du savoir communiquent, finalement, et ça décloisonne, et donc ça crée des passerelles, un peu comme dans le monde universitaire aujourd'hui, où il y a des profs d'histoire qui donnent la main à des biologistes ou des astrologues pour monter un groupe de réflexion autour de ces questions-là. Créer un fonds comme ça montre très concrètement que ouais, c'est une autre façon de penser le monde. Je pense qu'il y a peut-être que l'épistémologie qui a fait ça dans les années 60, ou je ne sais pas trop exactement quand, mais où vraiment le savoir, on ne pouvait réfléchir qu'en connaissant à peu près tous les champs du savoir, et il devait se regrouper et se tresser à un endroit là. Et si la pensée de Morin sur la complexité est au cœur de la pensée anthropocène, c'est sans doute pas pour rien. Et que cette complexité, ça veut dire très concrètement qu'il faut que les œuvres et les champs du savoir et les disciplines se retrouvent, se croisent, arrivent à s'écouter malgré le foisonnement. Et donc c'est là où effectivement il faut pouvoir distinguer le bon grain de l'ivraie. Alors peut-être pas de l'ivraie, mais au moins du superflu, quoi. Et vous parliez d'ailleurs du lien réel avec les universitaires. On fait souvent quand même une distinction entre ce qui serait plutôt du côté de la bibliothèque universitaire, notamment à Lyon, avec plutôt les ouvrages scientifiques dédiés aux activités universitaires et de recherche, et puis les bibliothèques municipales qui seraient plutôt dédiées à la littérature, aux loisirs, à la culture. Alors comment est-ce qu'on fait coïncider aujourd'hui ces deux formes de bibliothèques dans des villes comme Lyon ou dans des grands pôles urbains, et quelle place en fait on donne à la littérature et au support scientifique
donc à la lecture scientifique dans une bibliothèque municipale comme dans une librairie? Bon, dans les grandes bibliothèques urbaines, ce que vous avez dit n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en général, il y a quand même une bibliothèque centrale qui est d'un niveau universitaire très développé, au moins licence, au moins master. Franchement, le fonds de la Pardieu à Lyon, il vaut celui d'une BU largement et sur à peu près tous les thèmes. Donc c'est pas tout à... Donc voilà, petite précision. Mais par contre, c'est vrai comment on fait entre, disons, les structures qui sont vraiment énormes avec un fonds de très haute volée scientifique, et puis les bibliothèques de proximité qui ont un fonds nettement moindre et qui arrivent. Il n'y a pas tellement de difficultés. Je veux dire, le monde éditorial est tel qu'il y a quand même beaucoup de vulgarisation qui sont de bon niveau et qui permettent de mettre un peu partout, via des périodiques, enfin des journaux ou des magazines, ou bien la collection Anthropocène chez Seuil ou le Wild Project. C'est pas des trucs inatteignables pour le commun des mortels. Donc effectivement, il n'y aura pas ce qui se joue dans les universités et tous les ouvrages collectifs. Mais là aussi, l'édition joue son rôle en vulgarisant très proprement pour que tout le monde puisse avoir des accès facilités. Alors, on va bientôt devoir conclure cet entretien. J'avais juste une dernière petite question. Il n'y a pas très longtemps, la bibliothèque municipale a publié son projet d'établissement. Elle parle d'une bibliothèque verte. Alors nous, on se posait la question, qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque verte ? Ouais, je me pose la même question aussi depuis que je suis arrivé. Et j'ai bon espoir d'avoir une réponse d'ici la fin de l'année. Mais les pistes qui se dégagent, c'est, disons que je reposerai la question autrement, parce que cette bibliothèque verte, je n'ai pas encore la réponse, mais je la poserai en disant quel est le rôle des bibliothèques dans la transition écologique. Voilà. Et ce rôle, c'est celui que je vous ai décrit, c'est-à-dire à la fois de travailler sur elles-mêmes, d'améliorer et de verdir ses process, de verdir ses agents et de verdir son public. Et est-ce qu'on trouve un réseau, que ce soit national ou international, de bibliothèques qui se posent ces questions-là ? Oh oui, monsieur. L'ABF, donc l'Association des bibliothèques de France, a une commission bibliothèque verte. Au niveau international, l'IFLA, qui est donc le grand réseau associatif des bibliothèques, a aussi sa commission bibliothèque verte, et ce depuis quand même très très longtemps. Je ne suis pas certain que la France soit très en avance sur ces questions-là, mais on a quelques très beaux fleurons en France là-dessus. Eh bien, merci à vous deux pour cet échange. Pascal Krajewski, je rappelle que vous êtes directeur adjoint en charge du territoire ouest et de la transition écologique à la Bibliothèque municipale de Lyon. Et Guilhem Pertuis, vous animez depuis 2020 la librairie thématique Michel Descours, qui deviendra l'œil Cacodilate en juillet 2023. Un grand merci à vous deux d'être passés nous voir sur Radio Anthropocène pour cette journée spéciale au Littérature Live Festival de la Villa Gilet. Merci. À bientôt sur Radio Anthropocène. Je rappelle que cet entretien, comme toutes les émissions de Radio Anthropocène, sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup, Damien Rondepierre. Merci à toi. Tout de suite, c'est Faute de mieux avec Indra Kratokville. C'est une chronique d'auteur résolument digressive qui s'appuie sur le réel pour aller voir ce qui se trouve de l'autre côté, ce qui se passe derrière, car ces recoins valent le détour. Et maintenant, c'est le moment de plonger un peu plus profondément.